Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, on continue le cycle David Cronenberg avec le film M. Butterfly, sorti en 1993, produit par la Warner. C'est la première fois que David Cronenberg signe un film international. C'est la première fois d'ailleurs qu'il tourne à l'étranger. D'habitude, il reste au Canada. Là, il va aller shooter en Chine. Il s'y installe même avec sa famille, puisque l'action se passe en Chine. Il va tourner également à Budapest, à Paris, même si tous les intérieurs sont shootés au Canada. Bref, c'est une grande expérience, c'est très confortable, c'est un gros studio, il y a plus de moyens. Alors c'est adapté d'une pièce de théâtre de David Henry Hwang, qui lui-même s'est inspiré de l'opéra de Puccini, Madama Butterfly, l'un des opéras les plus joués au monde. Sauf que, bien là, en fait, on va inverser la structure d'une certaine façon, puisque qu'est-ce que ça raconte en deux mots, l'opéra Madama Butterfly? Bien, ça raconte l'histoire d'un jeune officier américain qui se marie avec une très très jeune geisha au Japon. Lui, il ne prend absolument pas cela au sérieux, c'est juste pour consommer. Elle, en revanche, c'est toute sa vie qui est chamboulée, elle doit renoncer à sa religion, etc. Et puis, lui, il s'en va, voilà, il la laisse en plan pendant des années, même si elle tombe enceinte et qu'elle a un enfant, mais lui, il ignore. Et quand il revient, il s'est remarié à une autre femme, et elle, quand elle comprend la vérité, elle se suicide. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le film, ici, inverse les rôles d'une certaine façon. On y reviendra plus tard. David Cronenberg explique que s'il a voulu réaliser ce film, c'est parce qu'il avait adoré la pièce de théâtre, inspirée d'une histoire vraie, ça l'avait intrigué, et du coup, il avait appelé les studios en disant « Écoutez, si jamais un film se fait sur le sujet, je veux bien en être ». Du coup, la Warner a appris ça, a appelé David Cronenberg en lui disant « Écoute, nous, on n'aurait jamais pensé à te proposer parce que c'est pas un film qui ressemble à du Cronenberg, à ce que tu fais d'habitude. » Et Cronenberg leur a expliqué que si, c'était un film en gros sur l'identité et que la plupart de ces films traitaient d'identité. Et que finalement, oui, sur la forme, c'était assez différent, c'était quelque chose de plus réaliste, mais que non, dans le fond, c'était quelque chose qui lui correspondait, il avait vraiment envie de le faire. Et donc très vite, ils l'ont engagé. Lui, Cronenberg était très heureux parce que il a pu faire un énorme voyage, une expérience assez émouvante. Il raconte ses souvenirs de tournage vraiment avec beaucoup d'émotion. Il a travaillé avec tous ses collaborateurs habituels, il travaille en famille. Son chef opérateur, Peter Suschitzky, son monteur, Ronald Sanders, évidemment, Howard Shore, qui signe la plupart des musiques de ses films. Et si le film n'a pas rencontré un énorme succès, pour lui, pour Cronenberg, il le dit, c'est un succès personnel. Alors l'action du film commence à Pékin en 1964, où l'on suit René Gallimard, un comptable pour l'ambassade française, qui, un soir, assiste à un opéra chinois, une toute petite troupe qui va reprendre Madama Butterfly, et il tombe sous le charme de la cantatrice. Il la juge parfaite pour retranscrire l'émotion, il lui fait énormément de compliments, il va essayer de la séduire, et elle va répondre un petit peu à sa séduction. Donc on va s'engager comme ça dans une romance, en tout cas petit à petit. Et si vous voulez que je vous parle de la suite du film, c'est à vos risques et périls, mais il vaut mieux l'avoir vu, même si c'est pas très grave, mais en tout cas je vous préviens, je vais spoiler quand même, et on se rend compte très vite, instantanément même, que la cantatrice est un homme. Elle est jouée par John Lone, un excellent comédien qui jouait par exemple dans Le Dernier Empereur, il faisait l'empereur adulte. C'est un acteur qui a fait ses preuves, donc sur l'affiche, il est marqué en énorme, à côté de Jeremy Irons. Et du coup, ce n'est pas du tout un film qui va jouer sur la surprise. En fait, c'est frontal, on le sait, il n'y a pas de suspense. C'est pas du tout comme un film qui était sorti à la même époque, qui est excellent d'ailleurs, un film de Neil Jordan, qui s'appelle The Crying Game. Et donc ce qui va beaucoup plus intéresser David Cronenberg ici, c'est l'ambiguïté du personnage. C'est le mensonge d'une certaine façon. Est-ce que le personnage de Jeremy Irons est homosexuel refoulé? Est-ce que vraiment il ne voit pas la vérité? C'est sur le fil, c'est très ambigu. Et du coup, le film a énormément de force quand on le revoit, par rapport à un Crying Game qui, les films à twist, c'est un peu ça le problème. Quand on les revoit une deuxième fois, on a même d'ailleurs pas forcément envie de les revoir parce que le secret est dévoilé. Là, non. Là, c'est très troublant,
c'est très sensuel, c'est très intéressant, c'est très étrange. Et du coup, non, on peut se replonger dedans. Le film est vraiment, en plus, hypnotisant, extrêmement bien écrit, extrêmement bien joué. David Cronenberg, il avait envie de renouer avec Jeremy Irons, c'est lui qui l'a proposé. Tout le monde a accepté, parce que c'est vraiment un acteur de talent. Et du coup, il livre une prestation absolument phénoménale. Et John Lone, c'est pareil, le duo, parce que c'est vraiment eux qui portent tout le film sur les épaules, est absolument émouvant. C'est deux performances qui vraiment m'ont marqué profondément. Alors David Cronenberg est fasciné par les hommes ou par les petits groupes de personnes qui façonnent leur propre réalité. Et l'opéra de Pékin, la culture chinoise, c'était vraiment quelque chose qui le passionnait, surtout la période communiste dont il parle ici, qui est vraiment, vraiment particulière. Il y a énormément de petites choses comme ça qui font penser à des thématiques cronenbergiennes, comme, je vous l'avais déjà dit, mais voilà, tuer le créateur, où on s'aperçoit que l'armée brûle comme ça tous les costumes, tous les décors de l'opéra. Voilà, ils enferment en prison les acteurs. On leur dit, allez, maintenant, on va vous façonner, vous ne servez à rien, vous allez pouvoir être utile à la société, etc. Donc c'est quand même assez à charge, c'est assez dur, c'est politiquement assez engagé, et c'est pas souvent chez Cronenberg, mais bon, c'est dans le scénario original. Sauf que ce n'est jamais lourd, puisque David Cronenberg, comme à son habitude, ne va pas vous donner la béquille, il va pas expliquer pendant 3 heures, oui, blablabla, il se passe ceci, il se passe cela, non. Il va juste y avoir une réplique, voilà, un des personnages à un moment donné soulève un tapis, sous le tapis il y a un micro, puis le mec parle dans le micro, il dit, allez, on va faire péter 7 bombes atomiques. Hop, ils arrachent le micro, ils font, allez, ça va donner du fil à retordre à tous les cocos. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses, et en dehors de cette scène, on n'en parle plus jamais. On se concentre finalement vraiment sur ce qui intéresse David Cronenberg, c'est-à-dire l'histoire d'amour. L'histoire d'amour qui est traitée d'une façon particulièrement chaste d'ailleurs. C'est très très souvent le cas chez David Cronenberg. Les personnages sont rarement nus. Quand ils font l'amour, ils sont souvent habillés, comme dans Crash par exemple. Ils portent des costumes. Là c'est pareil et ça participe de l'érotisme, j'ai envie de vous dire. Et quand le personnage principal se déshabille, John Lone, ah là là, il y a vraiment une scène, je vais pas vous spoiler, mais qui est très très intense et ça a vraiment un sens particulier. Ce que j'ai trouvé assez passionnant dans le film, c'est également la critique comme ça sous-jacente de la vision un petit peu occidentale, un petit peu romanesque, un petit peu fantasmée que peut avoir Jeremy Irons sur la Chine, sur la cantatrice. Voilà, il va lui faire des compliments complètement à côté de la plaque, par exemple, quand il lui dit qu'elle est dans l'émotion absolument, qu'elle arrive à jouer la vérité, elle va lui dire, non mais c'est une histoire japonaise, les Japonais, c'est nos ennemis jurés, ils nous ont tués, etc. Si on te racontait l'histoire vraiment de Madama Butterfly, et que c'était en gros une Américaine qui tombe amoureuse d'un petit Chinois, le petit Chinois il s'en va et qu'elle a fait un suicide parce qu'il revient pas, tu la déclarerais folle. Et donc, vraiment, c'est extrêmement bien écrit, ça joue avec les clichés comme ça, et finalement on se rend compte que Jeremy Irons, il inverse comme ça un petit peu les polarités, lui il est soumis à sa hiérarchie, et en fait, insidieusement, il va essayer de soumettre la cantatrice à lui, et aussi à sa vision, comme ça, sa vision un petit peu occidentale, un petit peu déformée des choses, et il va le payer très cher. Mais là, en revanche, je ne vous dirai pas pourquoi, c'est dans le 3e acte du film, et j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir. Il faut également noter que toute cette critique d'une Chine fantasmée par les yeux occidentaux, est résumée dans le générique d'ouverture, trop beau pour être vrai, trop beau pour être honnête, avec les ombrelles comme ça en gros plan, comme si c'était un petit peu de la poudre aux yeux qu'on jetait comme ça au spectateur, et comme si le piège déjà commençait à être tendu. J'ai également adoré la toute fin du film, avec le maquillage de Jeremy Irons, et finalement, on travestit comme ça l'histoire d'origine, l'opéra d'origine, c'est sublime. Bref, c'est un film extrêmement bien écrit et mis en scène, avec énormément de détails. On voit que David Cronenberg a fait énormément de recherches dessus. C'est palpitant de bout en bout, et je vous le recommande chaudement. J'espère que cette critique vous aura intéressé. Likez-la si c'est le cas, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!